Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue, un jour où il fait très beau. Trop beau même. Tellement beau que vous êtes ébloui par un soleil très fort, très rouge. Imaginez cette scène où le soleil vous éblouit depuis son point le plus haut dans le ciel. Prenez le temps de visualiser cette image. Bien. Passons à une deuxième scène. Visualisez-vous en train de dormir dans votre lit, les yeux fermés. Tout à coup, un chien aboie très fort et vous réveille en sursaut. Concentrez-vous pour entendre cet aboiement puissant qui vous fait presque mal aux oreilles. Une dernière image enfin, pas forcément la plus agréable. Imaginez que vous êtes affamé, comme si vous n'aviez pas mangé depuis une semaine. Ressentez ce vide dans votre ventre. Choisissez l'une de ces scènes et prenez le temps de la visualiser à nouveau, comme si vous la viviez. Si j'étais en face de vous, je pourrais instantanément vous dire à quelle scène vous pensez. Et bientôt, vous pourrez vous aussi le faire. Comment c'est possible ? On remerciera votre corps qui vous a trahi. Avez-vous prêté attention à la direction de votre regard lorsque vous imaginiez ces trois scènes ? Si c'est le cas, vous avez dû remarquer une chose intéressante. Votre regard s'est posé à des endroits différents en fonction de la scène que vous étiez en train d'imaginer. Voici une astuce passionnante pour deviner à chaque fois à quelle scène pensent vos amis lorsque vous faites cette expérience sur eux. Faites visualiser les trois différentes scènes à votre interlocuteur, exactement comme je vous l'ai fait faire plus haut. Demandez-lui ensuite de choisir mentalement la scène qu'il préfère et de l'imaginer à nouveau comme s'il la vivait. Si la personne lève les yeux, il y a de très fortes chances pour qu'elle pense au soleil. Si son regard est fixe ou dirigé vers les côtés, à l'aboiement. Et enfin, si son regard est orienté vers le bas, à la sensation de faim. La programmation neurolinguistique, PNL, explique ce phénomène ainsi. Lorsque l'on pense à quelque chose de visuel, notre regard a tendance à aller vers le haut. Lorsqu'il s'agit de quelque chose d'auditif, notre regard est fixe ou se dirige vers les côtés. Et lorsque l'on se concentre sur des sensations, notre regard tend à descendre. C'est une vision intéressante et il faut l'avouer plutôt séduisante de nos comportements. Pour autant, je ne suis pas sûr que cette explication soit vraiment valable. Alors, pourquoi cette expérience fonctionne-t-elle aussi bien ? Personnellement, je pense que c'est parce que les scènes sont particulièrement bien choisies. Si la personne pense au soleil, elle lèvera les yeux quoi qu'il arrive, parce qu'elle cherchera à imaginer le soleil dans le ciel. Si elle se concentre sur l'aboiement et que vous soulignez le fait que cela fait mal aux oreilles, cela induira possiblement un déplacement de son regard vers les côtés. Si en plus vous insistez sur le fait qu'elle est en train de dormir, alors cela désactivera l'utilisation du regard, d'où le regard fixe. Et pour la dernière, puisque vous évoquez une sensation dans le ventre, le regard aura tendance à s'orienter vers celui-ci, donc en bas. Oui, c'est mon interprétation personnelle. Mais en soi, peu importe, ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous. Gardez cette expérience en tête et testez-la dès que possible. Sur vos amis, votre famille ou des inconnus dans la rue, pour les plus fous d'entre nous. Astuce de pro. Lorsqu'une personne ne se sent pas observée, elle cherche beaucoup moins à contrôler son corps et laisse passer nettement plus de messages avec celui-ci. Ne regardez pas directement la personne lorsque vous lui demandez d'imaginer la scène qu'elle a choisie. Utilisez votre vision périphérique et lancez-lui de très légers coups d'œil pour observer la direction de son regard. La meilleure technique de détection de mensonges. Vous vous souvenez du dernier mensonge que vous avez prononcé ? Il date d'ailleurs probablement d'aujourd'hui. Une étude rapporte que l'on ment en moyenne 6 fois par jour. Certaines études affirment même que l'on ment 10 fois par jour. C'est évidemment une moyenne, et ce chiffre peut être très variable selon les individus. Mais en prenant en compte tous les types de mensonges, de la réponse automatique « tu vas bien ? Oui, très bien », à la dissimulation d'une action possiblement grave, on peut imaginer qu'un être humain ment au moins 2 fois par jour, soit 14 fois par semaine, soit 728 fois au minimum en un an, et environ 61 880 fois dans une vie.
En résumé, nous sommes tous de bons gros mythos. C'est là qu'on se dit qu'il peut être très intéressant et plutôt pratique d'essayer de détecter les mensonges de ceux qui nous entourent. Élémentaire, mon cher auditeur, non? Information capitale pour votre survie. C'est faux, mais comme ça, je suis sûr que vous l'écouterez. Il n'existe à ce jour aucune technique de détection des mensonges qui permette d'affirmer avec certitude qu'une personne ment. Vous pouvez donc sauter toutes les parties de ce livre qui aborderont ce sujet puisqu'elles ne vous seront d'aucune utilité. Vous êtes toujours là? Vous venez de détecter un mensonge. Même si vous ne pourrez jamais être sûr à 100% qu'une personne ment, vous pouvez quand même affiner votre capacité de déduction. Vous aurez au moins des pistes pour comprendre davantage la personne et par extension améliorer la situation. Voici donc l'astuce la plus efficace que je connaisse pour détecter un mensonge. C'est la chose sur laquelle tous les spécialistes du mensonge sont d'accord. D'accord pour dire que s'il n'y avait qu'un élément à garder en tête lorsque l'on parle de mensonge, ce serait celui-ci. Je fais ici référence à la baseline. C'est le comportement d'une personne dans son état normal. On fait référence ici à tous les gestes et habitudes de langage d'une personne dans la vie de tous les jours. Autrement dit, lorsqu'elle ne cherche pas à mentir et qu'elle n'est pas dans un état émotionnel fort. Les astuces de détection d'un mensonge, y compris celles que vous trouverez dans ce livre, n'ont de sens que si l'on prend en compte la baseline des gens. En effet, on cherche toujours à observer une variation de comportement par rapport à quelque chose, et ce quelque chose est un élément de la baseline. Comment déterminer la baseline de quelqu'un? Voici des indications qui devraient vous aider. L'observation se fait sur 3 canaux: le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Le non-verbal. Le non-verbal est une source d'informations passionnantes sur les gens. Ici, on va chercher à observer les actions classiques de la personne. L'objectif n'est pas de cocher toutes les cases d'un tableau qui regrouperait les habitudes de cette personne, fait-elle oui ou non cette chose ou celle-ci. Cherchez plutôt tout simplement des éléments caractéristiques de son comportement. Demandez-vous si la personne a un tic, si elle parle beaucoup avec les mains, si elle a tendance à poser son regard ou, au contraire, à le faire fuir pendant une discussion. La distance interpersonnelle, c'est-à-dire la distance entre 2 personnes, est aussi une bonne indication. Cette personne se tient-elle généralement proche ou à distance des gens? Est-elle très tactile ou pas du tout? Remarquez les détails du langage corporel qui vous paraissent évidents et qui sont propres à cette personne. Le paraverbal. Le paraverbal correspond à tous les éléments de communication qu'une personne peut faire avec sa voix, mais sans prendre en compte les mots qu'elle prononce. Il est composé de l'intonation, la hauteur de voix, le débit de parole, les bégaiements et mots parasites comme les silences et la latence de réponse après une question. Il s'agit donc de tous les éléments qui tournent autour de la voix. Le verbal. La dernière partie sur laquelle portez votre attention, c'est le verbal. Comme vous vous en doutez, le verbal correspond à l'analyse de tout ce qui est dit. Les lapsus, le vocabulaire utilisé, les tics de langage, genre en fait, la présence d'un adverbe de négation « je n'ai pas fait ça » ou son absence « j'ai pas fait ça ». C'est simplement la façon dont la personne s'exprime verbalement. Là, votre cerveau est en train de se dire qu'il y a beaucoup trop d'informations et qu'il ne pourra pas tout retenir. Pas de panique. Vous n'avez pas à vous souvenir de chacun de ces éléments pour réussir à observer un changement dans la baseline d'une personne. Utiliser cette technique est en fait assez simple. Si vous observez chez quelqu'un un comportement qui vous semble suspect, demandez-vous toujours « est-ce que ça peut être simplement la baseline de cette personne ?» Si votre réponse est oui, alors vous ne pouvez pas en tenir compte dans votre analyse. Si c'est non, alors c'est un indice qui peut vous aider à la détection de mensonges. Voici quelques exemples. L'un de vos amis répond à l'une de vos questions en vous fixant intensément dans les yeux, alors que d'habitude son regard dévie beaucoup. Cette attitude ne correspond pas à sa baseline. En vous racontant une histoire, l'une de vos amies se touche sans arrêt les cheveux. Or, vous savez qu'elle fait rarement ce geste. Encore une fois, cela ne correspond pas à sa baseline.
Si en plus cette amie se met à bégayer et à parler plus vite qu'à son habitude, alors vous pouvez être sûr qu'elle sort de sa baseline. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.